Alors Tony, bonjour d'abord. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors Tony est un homme qui est à la fois connu du monde parisien et connu aussi parfois peut-être du grand public désormais, parce que vous intervenez évidemment beaucoup dans nos émissions. Vous êtes ambassadeur du restaurant Laurent, vous êtes une figure de la nuit et vous connaissez... Et j'ai surtout toutes les boîtes de nuit possibles et inimaginables à Paris depuis 1976. Bon, et vous connaissez ce monde quand je parle de paradis artificiel. Faut être en béton armé pour résister à la gloire, à l'argent, au succès. Faut être très fort. Et certains résistent. Et puis certains se perdent. Vous connaissiez Loana ? Alors Loana, moi je l'ai connue le jour de son triomphe. Et c'est là où c'était incroyable, c'est que dans le loft, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur. Dans le loft, ils étaient des anonymes sous le feu des caméras. Et à l'extérieur, ils étaient devenus des stars. Et quand ils sont sortis, j'étais avec Arthur justement à midi, on a fait la fête de fin de loft à l'Étoile, qui était rue de Falsbourg, avec vue sur l'Arc de Triomphe. Et ils sont arrivés avec les Mercedes, et là, Loana a compris ce qui se passait dans la voiture. Les motards la suivaient avec les caméras, les appareils photos, et quand elle est arrivée à l'Étoile, elle s'est pris un tsunami de célébrités. Il y avait des milliers de personnes à l'extérieur, tout était bloqué, c'est incroyable. Et quand on parle de notoriété, de la préparer, c'était impossible de les préparer. Et c'est là où c'est fou, c'est que maintenant, quand on fait de la télé-réalité, les gens savent qu'il y a les caméras et qu'il y a des gens qui vont regarder. Là, dans le loft, la scène de la piscine en est le bon exemple, ils avaient oublié les caméras. C'était pas exhibitionniste, la piscine. C'était simplement, on vit un moment entre nous et on oublie qu'on nous regarde. Et Loana, elle a vécu ça de plein fouet. Mais quand vous dites qu'il faut être en béton armé, moi je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant et que peu de personnes ont relevé, c'est qu'il y avait Laure Delattre également, qui était dans le loft, une jeune fille charmante qui symbolisait, parce que c'est quand même un peu un jeu de rôle, avec il y avait des personnages, parce qu'il y a une storytelling qui est incroyable dans le loft. Et donc on a eu quand même deux personnes qui ont vécu la même expérience, et il n'y a pas eu le même résultat. Laure Delattre a compris que cette célébrité, elle était passagère. C'était un bon moment, que ça devait s'arrêter là, alors que Loana, elle a voulu continuer derrière. Malheureusement, elle est tombée dans ces pièges où on devient de plus en plus délirant pour faire le feu de l'actualité. Elle est obligée de faire, j'ai presque envie de dire n'importe quoi pour que les gens s'intéressent à elle. Ouais. La célébrité n'est pas un métier. Vous l'avez rencontrée plus tard moi, j'ai jamais quitté. Je l'ai quittée quand c'était vraiment la fin, c'était plus possible. Elle venait me voir dans mes établissements. Elle était dans des états lamentables. Et j'avais peur aux photographes. Je lui disais... tous les photographes que je connaissais, je les interdisais de faire des photos quand elle n'était pas dans cet état. Et dans un état normal. Et un jour, elle est venue au Queen... Et je lui ai dit, Loana, faut plus que tu viennes, tu peux plus te montrer comme ça, cache-toi. Donc ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et il y a un moment où on ne peut plus, où on ne peut pas aider les gens. Non. Même si on est leurs amis, non. C'est très difficile. On peut rien faire. Et là, j'en profite pour passer un message. Et moi, j'ai lancé un think tank. Justement, je vais travailler dans ce sens-là. Je pense qu'il va falloir que la société reprenne son rôle. Protéger les gens des gens dangereux, et protéger les gens contre eux-mêmes. Parce qu'à force de faire la guerre à la psychiatrie, etc., on veut plus enfermer personne, on laisse les fous en liberté, on laisse les gens qui vont pas bien, et on arrive à ces excès. Aujourd'hui, vous n'êtes plus suivi en psychiatrie, vous ne prenez plus aucun traitement. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ? Je savais que le seul moyen de m'en sortir, c'était justement de plus avoir de contact avec la psychiatrie, de plus vivre chez ma mère pour plus qu'elle me fasse interner. Et je savais qu'il fallait que j'habite seule, enfin plus avec elle. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. J'ai même été première de ma classe. Et donc les psychiatres qui disaient que jamais je m'en sortirais, je n'aurais aucun diplôme, que je ne travaillerais jamais, j'ai prouvé par la suite que j'étais capable, malgré tous les troubles somatiques dans lesquels j'étais encore plongée suite à des injections. Du coup, aujourd'hui, comment vous sentez-vous comparé au début ou du suivi en psychiatrie que vous avez vécu ? Aujourd'hui, j'arrive à reprendre progressivement ma force, mon énergie, parce que j'ai quand même des troubles somatiques, comme je l'ai abordé juste avant, notamment au niveau du foie, de l'insuline, du cholestérol, et j'ai une fatigue chronique depuis. Juste le fait de plus être là-bas, de plus être sous leur emprise néfaste, de plus être considéré comme un esclave à qui on peut faire subir tout et n'importe quoi, qui n'a pas son mot à dire sur son propre corps, sur sa propre vie. Juste ça me pousse à m'en sortir et à agir pour cette cause de
de dénoncer tout ce qui se passe en psychiatrie et en aucun cas c'est quelque chose de bénéfique pour l'être humain. Combien de temps êtes-vous resté hospitalisé dans l'hôpital psychiatrique? Je suis resté 2 mois. Donc je suis passé du régime de sous-contrainte à hospitalisation libre avec donc une ordonnance de psychotrope délivrée au bout de 30 secondes d'entretien. J'ai eu des entretiens quand même assez réguliers, il y en avait à peu près un par semaine et donc tout ça a duré au final 2 mois entièrement. Et ensuite donc la sortie a été permise parce que j'ai accepté la proposition très très limite qui ressemble fortement et qui est d'ailleurs du chantage de passer d'un traitement oral à un traitement injectable. Voilà. Vous avez pu arrêter votre suivi en centre médico-psychologique grâce à un expert psychiatre que vous connaissiez personnellement? Alors tout à fait, ouais. Parce qu'en fait, quand vous sortez de l'hôpital psychiatrique, on vous donne un petit carton et qui est donc et on vous impose. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais vous avez un suivi au centre médico-psychologique dont vous dépendez. Et c'est un établissement qui est vraiment l'antenne relais de l'hôpital psychiatrique. Hein. C'est la même chose au niveau administratif. Le centre médico-psychologique, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est pareil en fait au niveau de l'administratif. Et donc on se retrouve avec un petit carton, avec un rendez-vous mensuel avec le même médecin de l'hôpital qui consulte dans ce centre médico-psychologique, et également les rendez-vous injection, tous les mois, qui ne correspondent pas forcément que le rendez-vous. Donc vous vous retrouvez avec ça. J'ai réussi en fait, au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas possible. Quand on commence à réaliser ce qui s'est passé, je dis je peux pas me faire piquer comme un vulgaire criminel tous les mois comme ça, c'est pas possible en fait. Et donc j'ai réussi à obtenir, à repasser un traitement oral auprès du médecin, ce qu'il a accepté. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai retrouvé du travail. Et donc, mon emploi du temps ne me permettait plus de me rendre au centre médico-psychologique et j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Voilà. Bon, très bien. Il s'est rien passé. Le temps passe, l'histoire commence à être derrière moi, je commence un petit peu à l'oublier. Un an après, je le dis, ils m'ont recontacté. Au bout d'un an, hein, donc imaginez un peu, par téléphone, message vocal. Nous avons constaté que vous n'êtes plus venu depuis telle date. On voulait savoir où vous en êtes avec votre traitement et votre suivi. Merci de nous rappeler. Bon, imaginez un petit peu ce que ça a pu réveiller en moi. Ça a été très difficile quand j'ai reçu ce message. J'ai décidé de répondre. Je savais pertinemment que ça n'aurait aucun effet par un mail adressé au centre médico-psychologique, expliquant qu'en gros, tout se passait bien pour moi, que j'avais du travail, pensant que ce point-là allait un petit peu calmer le jeu. Pas du tout. Ils ont reçu le mail. J'ai reçu un courrier quelques jours après dans ma boîte aux lettres. Suite à votre mail, le docteur, donc celui qui me suivait à l'hôpital et au centre médico-psychologique, souhaite que vous preniez rendez-vous avec lui pour faire un point ensemble. Donc là, je me suis dit clairement, ça sent le roussi. Et là, j'ai eu le souvenir que j'ai eu en tête cette personne, donc expert psychiatre, hein, quand même, à qui j'ai travaillé quand je travaillais avec des personnes autistes, et j'ai réussi à retrouver son numéro, à le contacter, à lui raconter toute mon histoire. Il a contacté le fameux docteur au centre médico-psychologique, et il a permis que le suivi s'arrête. Voilà.